les chroniques de l'inframonde. On a décidé de monter une maison d'édition indépendante. Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire. Donc science-fiction, fantasy et fantastique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode des Chroniques de l'Inframonde. Je suis Corentin et je suis avec Fanny. Salut Fanny. Salut Corentin. Et Zelda. Salut Zelda. Salut Corentin. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque déjà on est à Podren, c'est enregistré en live avec un formidable public. Merci le public. Et ensuite, du coup on remercie déjà Podren pour cette invitation. Mais il y a aussi le fait que c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis 5 mois. On s'excuse de ce retard, hein. On a été pas mal occupés. Moi avec une formation à l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Et moi avec un congé maternité. Et du coup, ce gros hiatus fait que pour cet épisode, on s'est dit qu'on allait faire une sorte d'épisode filler, un épisode qui fait le point. C'est quoi l'Inframonde aujourd'hui, là, en avril 2022. C'est quoi le podcast et tout ça. Et on va quand même avoir une invitée aujourd'hui, comme notre format traditionnel le veut. D'où le bonjour Zelda tout à l'heure. C'est pas une nouvelle personne qui vient dans l'équipe, c'est notre invitée qui est là en live aujourd'hui. Donc l'Inframonde, c'est quoi ? C'est un projet de maison d'édition coopérative spécialisée dans les cultures de l'imaginaire. Donc les cultures de l'imaginaire, on entend par là, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Donc avec Corentin, on en est les cofondatrices. C'est un projet qui prend du temps. Et comme c'est important de communiquer en amont sur un temps long pour ce type de projet, on s'est dit tant qu'à faire, on va faire du podcast parce que anciennement on faisait déjà du podcast avec Corentin, donc en fait on avait pu nous entendre dans l'udologie. D'ailleurs moi j'étais venue à Podren à l'époque où j'étais dans l'udologie et Corentin on avait pu t'entendre dans les mécaniques du livre. C'est ça, moi j'avais réalisé les mécaniques du livre pour la première saison en tout cas, pour les éditions du commun, dont les bureaux ne sont d'ailleurs pas très loin dans le quartier du Blône. Du coup, les Chroniques de l'Inframonde, c'est un podcast qui parle de livres, de comment on le travaille, de comment on le produit et de comment on lance une entreprise durablement dont le boulot, avec une façon de faire la plus déontologique et éthique possible. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir en fait un peu. Qu'est-ce qui constitue une maison d'édition ? Ici, qu'est-ce qui constitue l'Inframonde ? Et comment monter une entreprise coopérative en particulier dans le domaine de l'édition. À ce point-là, il faut que je vous dise, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si jamais vous en avez. En cours de chemin, on vous répondra avec plaisir et on a réservé un temps pour ça à la fin de l'épisode de toute façon. Du coup, quand on parle de maison d'édition, la première chose qu'on va se penser, c'est vous éditez quoi ? Donc c'est la ligne éditoriale. Ce premier élément, nous on a pris la décision de définir notre ligne éditoriale autour des ouvrages de SFFF. Et plus particulièrement, en fait, du point de vue de la littérature scientifique, de la littérature théorique. Si on a fait ce choix-là, c'est parce que quand on crée une ligne éditoriale, il faut s'inscrire dans un écosystème qui existait déjà et qu'en imaginaire, il y a beaucoup de maisons d'édition qui existent aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, et qu'en plus, à Rennes, il y avait les éditions Argile et 2 autres maisons qui se lançaient pile en même temps que nous. Donc on n'allait pas réinventer la roue, on n'allait pas refaire ce que les copains faisaient. Donc l'idée c'était de trouver notre spécificité. Avec Corentin et Zelda, du coup, on était dans une association de jeunes chercheurs en imaginaire. Et donc on avait déjà cette spécificité littérature littérature théorique, littérature scientifique. Et c'est donc là-dessus qu'on s'est concentré. Faut dire aussi que par le laboratoire, on connaît un paquet de masterants, doctorants et même autres professeurs des universités qui fait qu'on a une base d'auteuristes possible qui est peut-être plus importante que d'autres sur ce secteur-là. Ah oui, et du coup, on a notre catchphrase, c'est qu'on veut publier des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
mais ça, du coup, vous l'avez déjà entendu dans le générique, maintenant que j'y pense. Donc ça induit forcément un rapport un peu particulier au marché du livre, aux auteurs et aux autrices. On n'édite pas un livre de théorie comme on va éditer un roman ou un recueil de nouvelles. Surtout dans un domaine aussi friand de fiction qu'est l'imaginaire. Déjà, pour faire un point rapide sur le boulot d'éditeur, parce que je me rends compte qu'on vous parle de maison d'édition tout à l'heure, mais c'est peut-être pas très clair pour tout le monde ce que c'est qu'un éditeur. Donc on va commencer par là. La maison d'édition, c'est l'entité qui est entre l'auteur et les différents acteurs et actrices nécessaires pour passer d'un manuscrit, donc le texte brut produit par l'auteur ou l'autrice, à un livre, et à un objet livre en particulier. Donc il a un rôle qui est d'abord interne, dans la production du texte. Il va assurer une forme de relecture, et surtout de réécriture, de réagencement du texte pour lui permettre une meilleure accessibilité au public en fonction de la ligne éditoriale voulue. Nous, par exemple, on s'efforce d'apporter un côté vulgarisation à des textes qui sont quand même extrêmement pointus au départ. Si nécessaire, il va mettre en relation l'auteur avec un correcteur professionnel ou une correctrice professionnelle. D'ailleurs, c'est plus souvent une correctrice professionnelle, on va quand même rendre hommage à ça. On va également travailler avec une illustratrice pour valoriser le livre, pour assurer également sa mise en page interne. On va faire appel à un graphiste, en l'occurrence Solène, qui est dans le public. Mais il a aussi un rôle externe pour représenter le livre en librairie, prendre contact avec une grosse structure qui se chargera de faire un travail commercial, donc la diffusion-distribution, traiter les factures dans les relations avec les libraires, penser la stratégie de communication autour du livre, payer les déplacements et les logements de l'auteur et de l'autrice en dédicace. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui va être un facilitateur pour le travail des auteurs et autrices. C'est son devoir, parce qu'il prend quand même une grosse marge pour ça. 90% du prix du livre va passer dans toute cette relation à différents acteurs et actrices. Et globalement, dans une petite maison d'édition, ça veut dire que l'éditoriste, c'est quelqu'un d'un peu couteau suisse qui fait un peu tout et qui coordonne pas mal d'acteurs différents. Pour ce qui est de trouver des auteurs et des autrices, je passe très rapidement dessus, mais on n'a pas eu beaucoup de difficultés. Du coup, comme le disait Fanny, on avait tout un pool. Ouais, tout un réseau déjà bien installé. Et on a cherché essentiellement du côté des thèses qui étaient publiées dans le domaine, mais également des mémoires qui avaient pu être faits. Et à partir de là, on commence à développer un réseau de personnes intéressées. Ce qui fait un peu... Excusez-moi. Du coup, ça plaît également aux chercheurs et il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils apprennent qu'il y a une maison d'édition qui, dans une logique commerciale, va publier des textes scientifiques et pour ça, il y a une vraie demande. Ce qui plaît un peu, ce qui fait un peu notre spécificité, c'est que nous, à côté de ça, on doit développer un comité scientifique. Donc, on va chercher des maîtres de conférences, des professeurs des universités qui vont pouvoir apporter un regard scientifique sur le travail des auteurs et des autrices et apporter une forme de validation institutionnelle, sachant que nous, on n'est pas une institution, on n'est pas une presse universitaire, donc c'est nécessaire d'autant plus pour nous que d'avoir cette validation-là. C'est surtout que les presses universitaires, elles ont le crédit qui est relié à l'université auquel elles sont rattachées. Nous, on doit faire nos preuves. Et j'ose espérer que grâce à ça, on sera d'autant plus sérieux et peut-être plus sérieux que certaines presses institutionnelles, du fait que de toute façon, nous, on n'a pas intérêt de se louper. Au moindre faux pas scientifique, on se fera taper sur les doigts parce qu'on n'est pas officiellement rattaché à une institution. C'est ça. Et pour finir rapidement sur cette question du manuscrit, cette question du rapport aux auteurs et aux autrices, il y a un autre élément qui plaira peut-être, qui nous, on espère, fera également une spécificité de notre catalogue, c'est qu'on ne va pas chercher que des chercheurs, on va aussi chercher des professionnels du milieu, donc des auteurs et des autrices de romans, souvent, de fiction, des youtubeurs, bref, des gens qui n'ont pas à la base une carrière universitaire, et eux, on va leur proposer le travail inverse qu'on peut proposer à un chercheur, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous amène une thèse, le comité scientifique, son travail, ça va être essentiellement de revalider ce travail, ce regard scientifique, et nous, notre boulot d'éditeur, ça va être de vulgariser le texte qui est scientifique au départ pour un auteur ou une autrice qui n'est pas dans une logique de recherche au départ, donc c'est pas le boulot. Le comité scientifique, ce coup-ci, va apporter des pistes pour rendre le texte potentiellement plus scientifique, plus recevable dans une bibliothèque universitaire, par exemple. Et nous, on aura toujours du boulot, mais a priori moins de boulot de vulgarisation, puisque la personne ne sera pas dans une écriture extrêmement marquée par le vocabulaire scientifique, vu que ce n'est pas son domaine de travail en premier lieu.
Un autre acteur avec lequel on travaille fréquemment et dont Fanny va pouvoir parler en détail, c'est l'imprimeur. Ouais, parce que du coup, quand on veut faire des livres, on a la ligne éditoriale. Ensuite, en gros, que fait la maison d'édition ? Et puis il y a l'objet final, le livre, parce que à la base c'est pour ça qu'on fait ça, hein, c'est parce qu'on aime les bouquins. Faut être honnête, les livres et revues scientifiques, c'est pas ce qu'il y a de plus fifou. C'est pas toujours très ergonomique, joli. Et donc nous, on a quand même envie d'avoir un bel objet. Non, je dis pas que c'est pas un bel objet, certaines presses, parce que je sais qu'il y a des éditeurs universitaires qui font attention, mais bon, on n'est pas sur l'équivalent de ce qu'on trouve dans les romans ou même les documentaires grand public. Et du coup, nous, on veut quand même quelque chose de qualitatif, qui soit des beaux objets, avec des couvertures qui changent un peu de ce qu'on a, c'est-à-dire juste, je sais pas, une couverture rouge avec un truc écrit en noir. Voilà. On révélera bientôt, j'espère, nos couvertures, et du coup, ça va être trop beau, en fait. C'est frustrant de ne pas pouvoir en parler un peu plus. Et on a pas mal de critères aussi qu'on veut respecter, des critères écologiques, mais également éthiques. Et là, on va faire au mieux, parce que l'impact écologique d'imprimer très loin, d'imprimer notamment en Europe de l'Est, hein, c'est là où la plupart des éditeurs qui n'impriment pas en France le font, ça a un coût écologique de transport, et en même temps, actuellement, il y a une crise du papier, en fait, depuis l'an dernier, qui fait que le papier a pris, je ne sais plus, 20 ou 25% du prix. Et en tant que petite maison d'édition qui se lance, c'est un coût d'augmentation qui n'est pas négligeable, qui nous fait nous revoir la totalité de notre calendrier, par exemple. Et donc, c'est des problématiques qu'il faut avoir en tête quand on veut se lancer dans l'édition. C'est d'accord, mais on imprime où ? Mais pourquoi ? Donc, il y a le critère écologique, il y a le critère éthique aussi, parce qu'en fait, imprimer loin, il y a des pays où les imprimeurs en fait, payent très bien, et qu'il y a une vraie expertise, il y a des formations très importantes autour de l'impression. Et donc, c'est aussi valoriser le travail de personnes qui sont formées pour le faire, même si c'est loin. Voilà, il y a tout un tas de problématiques auxquelles nous, on essaye de se familiariser, parce qu'on ne les connaît pas toutes, et qu'on prend en compte dans notre choix, dans les choix qu'on doit refaire à cause de cette crise du papier, avec qui travailler en impression, parce qu'on avait trouvé nos imprimeurs, mais on va peut-être devoir revoir notre copie. Vas-y. Ah, c'est à moi ? Ah, formidable. Donc tout ça, comme vous pouvez l'imaginer, ça nous a amené à pas mal réévaluer nos dates de sortie. On vous l'a dit, hein, on a pris 5 mois de retard sur notre travail dû à différents éléments. On espère toujours que nos premiers ouvrages seront publiés en septembre 2022. Au moins le premier, de toute façon, on est obligé. C'est ça. Est-ce qu'on parle des ouvrages qu'on a pour vous donner une idée de... Ouais, on en a un qui est sûr, parce que là, pour le coup, on a déjà engagé des éléments financiers là-dessus. On parle du recueil d'articles ? Ouais. On a un bouquin qui s'appelle Voyage dans le temps, et là, en fait, c'est un laboratoire de recherche de je ne sais plus quelle université. Lorrain, merci, j'avais oublié. Qui a fait une journée d'études sur le voyage dans le temps en général, avec des chercheurs de différentes disciplines. Et c'est le résultat de cette journée d'études avec des articles issus de leur communication. Et donc on a un physicien, on a un spécialiste du sport, un ou une à chaque fois, pardon. On a une sur la littérature. Voilà, c'est hyper diversifié. L'idée, c'est de questionner le voyage dans le temps dans leur domaine et voir ce que ça peut donner. Voilà. Après, on n'a pas encore signé, mais on a reçu un contrat de cession de droit pour une traduction. Donc, ça aussi, c'était toute une aventure, hein, d'être en contact avec des agents. Et ça, c'est le prochain épisode qu'on va publier, du coup. Pour un bouquin sur le marxisme et la science-fiction. C'est ça. Un recueil d'articles sur le marxisme et la science-fiction qui est anglais au départ. Voilà. Encore un truc de gaucho. Hein. Ça va avec le SS et tout ça. Hein. Donc tout ça, ça nous a amené à pas mal reconsidérer nos éléments. Et il y a plein de choses dans le rapport à la chaîne du livre qui changent quand on prend du retard. Et c'était un peu ça qu'on voulait décortiquer dans le cadre du podcast. Donc c'est une belle occasion de constater aussi ces changements-là. Nous, on voulait absolument passer par un diffuseur-distributeur. C'est-à-dire une grosse structure nationale dont le travail, c'est d'envoyer des représentants commerciaux dans toutes les librairies possibles pour vendre les livres, mais ils représentent des dizaines et des dizaines d'éditeurs. Et ensuite, ils gèrent la facturation... l'envoi des colis, toute la logistique. C'est ça. Et nous, ça nous soulage vachement de boulot, hein, parce que ça représente autant de trucs qu'on n'a pas à faire directement, et autant de présence supplémentaire dans les librairies
qu'on n'aura a priori pas du coup, parce que c'est des gens qu'il faut prévenir vraiment à l'avance pour signer un contrat avec eux et qu'on a pris ce retard-là. Ça implique de penser une logique d'autodiffusion, d'autodistribution. Comment est-ce qu'on va gérer les factures nous-mêmes? Comment est-ce qu'on va livrer les libraires? Est-ce que ça ne va pas nous coûter trop cher? Quel type de tournée on va faire? Quelle librairie on va voir, vu qu'il faut qu'on les dessine nous-mêmes? Est-ce que je prends ma voiture et je fais le tour de la France? C'est des choses qu'il va falloir qu'on calcule, qu'on mette en place, qu'on budgétise, combien ça coûte, l'essence, etc. Moi, c'est vraiment parmi des aspects qu'on voulait mettre en avant avec le podcast très concrètement, ça se passe comment, quoi. Oui, ça. On fait du livre, mais... L'édition, c'est pas que on discute avec l'auteur, on va écrire avec son stylo rouge dans la marge de son manuscrit ce qu'il faut changer. En fait, cette partie-là, elle prend en fait très peu de temps autour de tout le travail qu'il peut y avoir sur un bouquin. Et c'est vrai que l'aspect logistique qu'on a, qu'on va devoir prendre en charge et qu'on souhaitait déléguer, implique un calendrier et des coûts qui sont un peu vertigineux, quand même, faut être honnête. Change de page, désolée. Non, t'inquiète. C'est pour voir aussi. Et donc, on en est où? Parce que moi, j'ai la vague habitude, la méchante habitude de digresser, et du coup, je perds mon fil après. Non, mais on peut directement passer ça, je pense. C'est ça. Et donc, l'autre aspect, comme on disait au début, il y a aussi le fait que là, Corentin a suivi une formation en entrepreneuriat et en ESS. Et ça a permis aussi, grâce à la formation, de reposer les exigences et ce qu'on avait pu voir en prévisionnel, parce qu'il y a des choses qu'on avait dit, on fera comme ça. Sauf que concrètement, tu pourras nous dire en plus en détail, mais voilà, il y a des choses où ça remet pas mal en question. Le podcast, on voulait aussi créer une boîte à outils pour les auditeuristes et ne pas oublier ce côté entrepreneuriat qui est, comme on disait, qui est souvent laissé de côté. Quelles compétences de gestion il faut, c'est quoi faire vivre une entreprise, la faire grandir. Parce que dans le milieu culturel, c'est souvent des gros mots, en fait, de parler justement des factures, de parler de comment tu montes une entreprise, tu la finances, il faut faire des prêts. C'est chiant, en fait, mais c'est le cœur du boulot, parce qu'en fait, l'édition, c'est énormément de gestion. Et on voulait un peu dépasser ce côté-là où on détourne les yeux un peu de tout l'aspect financier et gestion et en parler plus en détail. Donc ça fait Startup Nation, mais c'est pas le but, en fait. C'est ça, ouais. Nous, on voulait pas faire Startup Nation, même si on lance une boîte, en fait. Donc on s'était très vite intéressé à l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si dans le public, il y a des gens qui connaissent l'économie sociale et solidaire ou à l'inverse, qui n'y connaissent rien. Faites signe si jamais vous vous dites « non, je ne vois pas ce que c'est ». Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus connu. C'est surtout des signes qui font moyen quand même. Aujourd'hui, on en parle un tout petit peu plus. C'était dans le programme de certains partis. Mais on va dire que c'est une forme d'entreprise dont les pratiques de travail sont plus déontologiques, plus centrées sur le social. On avait interviewé quelqu'un qui situait l'économie sociale et solidaire entre l'économie privée et l'économie publique, en fait, et la logique de service public. Nous, l'idée, c'était vraiment de trouver un modèle social et entrepreneurial qui nous correspondait plus. Et on est parti sur cette forme-là pour essayer de créer quelque chose qui était un peu en rupture avec ce qui pouvait se faire autour de nous dans le milieu du livre. On n'invente pas l'eau chaude non plus, parce que le SS dans le livre, ça existe déjà depuis quelques temps. Mais on s'efforce de poser ces bases-là. Alors, avant tout ce qui va suivre, je le dis tout de suite, l'économie sociale et solidaire, c'est jamais une garantie que ça se passe bien. Par contre, c'est un bon point de départ pour construire des relations saines au travail. Ça passe déjà par la forme. Les éditions de l'Inframonde, c'est une forme associative, donc c'est une association loi 1901 à la con. Déjà parce que c'est à la con, justement. C'était facile à faire pour nous au début. On avait déjà monté des associations respectivement. Le montage était facile. En plus, il n'y a pas de TVA quand tu te lances. C'est quand même un petit bonus un peu pratique. Mais aussi parce que ça permet de faire rentrer dans les adhérents et donc dans la gouvernance de la maison d'édition le comité scientifique, voire les auteurs, pour qu'ils se sentent vraiment directement investis dans la gestion de l'entreprise. Pour nous, il y a vraiment ce but que ce soit un outil dont les gens puissent s'emparer
et savoir que c'est pas Fanny et Corentin qui prennent les décisions sans que personne puisse intervenir là-dessus. Si beaucoup de personnes en dépendent, il faut que beaucoup de personnes puissent donner leur avis sur comment ça se passe. On est déjà beaucoup trop bossy avec Corentin. Il faut vraiment que les autres puissent donner leur avis. Il y avait vraiment ce côté sécurité, hein, ce côté, on sait qu'on peut avoir tendance à être un peu dirigiste. Du coup, il faut qu'on ait une structure qui nous rappelle à l'ordre et où les gens peuvent nous dire, non, c'est votre projet que vous avez lancé, mais vous l'avez lancé pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'à plus long terme, la forme qui nous intéresse vraiment, c'est la forme de la société coopérative, donc dite SCOP. La société coopérative, pour vous donner une idée, c'est comme une société conventionnelle où il y aura des actionnaires, sauf que ces actionnaires-là, ce sont plutôt des sociétaires, en tout cas c'est le vocabulaire qui est favorisé, et ce sont les salariés de l'entreprise. Il faut que la majorité des parts de l'entreprise soient détenues par les salariés. Nous, c'était vraiment cette logique de remettre l'outil, c'est une phrase un peu... marxiste, mais c'était la logique de remettre l'outil de travail entre les mains des travailleurs, quoi. En l'occurrence, l'outil de travail, c'est les contrats d'auteur, les logiciels, la marque, l'inframonde. Tout ça, c'est un outil de travail parce que sans ça, la maison d'édition, elle n'existe pas et les éditeurs, ils n'ont pas de main sur la chose. Et il y avait cette volonté que déjà, on soit à égalité avec Fanny, mais qu'en plus, les personnes qui nous rejoignent en cours de route, et on espère qu'elles seront nombreuses, puissent avoir autant de poids que nous dans ce projet-là. Pour pas se retrouver dans une situation d'entreprise à papa où c'est ma boîte, c'est moi qui décide comment ça se passe. L'idée, c'est que c'est un projet collectif, pas que pour nous deux, mais pour les personnes qui reviendront aussi après. D'où le choix de cette forme ESS, en fait, parce que techniquement, on peut le faire avec n'importe quelle entreprise, mais la forme ESS nous force à le faire. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça. Et après, il y a des choses qui se retrouvent aussi dans les pratiques métiers, une fois qu'on a choisi la forme, parce que ça ne définit pas comment on agit au quotidien, une forme d'entreprise. Et là-dessus, on a... merci. On a plein de choses à l'échelle de l'édition qui sont définies. Il y a la forme des contrats. Est-ce que tu veux parler un peu rapidement des contrats ? Ouais, alors j'aime bien le chat des gauches qui parlent SFF. Pardon. C'est bien, oui. Par exemple, pour les contrats... vu on va nous publier de l'édition scientifique, donc de l'édition théorique, on souhaite mettre en place des contrats Creative Commons pour laisser le contenu des ouvrages en fait librement accessible sur Internet. Ça peut paraître bizarre parce qu'on va demander à des gens de payer des bouquins pour nous payer aussi, pour payer nos auteurs, hein, ça va être notre gagne-pain, mais en même temps, on veut que le contenu, vraiment le savoir qu'il y a dans ces bouquins-là, soit librement accessible. Parce que ça, c'est la base en fait de la science. C'est un courant qu'on appelle la science ouverte et auquel on est très très attaché parce que le seul moyen que la science puisse progresser, c'est que tout le monde y ait accès, que tous les chercheurs et les chercheuses puissent consulter ce que d'autres ont publié, et c'est comme ça que ça se cumule et qu'on peut continuer à faire de la recherche. Donc pour nous, il n'était vraiment pas question de la clôturer dans un joli petit contrat qui ferait que l'auteur, une fois que c'est dans le bouquin, il ne peut plus publier ailleurs son contenu. Donc pour l'instant, on a un contrat qui est basé sur les Creative Commons, donc c'est un type de contrat libre qui est les types de contrats utilisés par Framasoft, si vous connaissez. Donc ça permet, en fait, c'est une exception au Creative Commons. Creative Commons, c'est-à-dire que l'auteur dépose en disant tout le monde peut réutiliser mon travail, mais doit me citer et ne peut pas faire un usage commercial de mon travail. Et le contrat qu'il va signer avec nous, c'est sauf vous pouvez faire un usage commercial de mon travail. Ça veut dire aussi que l'auteur, il est librement... il peut faire tout ce qu'il veut de son texte. C'est-à-dire que si au final, il n'est pas content de nous, il prend son texte, il va voir un autre éditeur, il signe avec, c'est très bien. L'idée, c'est de ne pas déposséder les auteuristes de leur travail, parce qu'il y a quand même eu... il y a de l'abus, en fait, à ce niveau-là. Et en édition scientifique, c'est vraiment... c'est dramatique en fait ce qui a pu se passer. Ça commence à se relibérer, mais il y a eu vraiment une mise sous clé du contenu de la recherche qui est inadmissible dans la mesure où c'est de la connaissance publique. L'essentiel de la recherche est financé, en tout cas en France, par des moyens publics, et c'est pas normal en fait de la mettre sous clé après par des éditeurs ou par des labos ou quoi que ce soit. Et donc nous, c'est aussi une manière de se positionner dans cet écosystème en disant non, c'est de la science ouverte qu'on veut faire. Alors bien évidemment, le contenu fini, enjolivé par le travail éditorial, sera donc payant, mais le texte brut sera toujours disponible sur notre site web
pas dans sa version bellement mise en page et tout, mais le texte, donc la donnée de recherche sera disponible. On travaille aussi avec du coup les éditions du commun, qui sont des éditions de sciences sociales, et qui travaillent en ce moment sur une potentielle plateforme de diffusion des textes en ligne. On pourra les consulter sous une forme interactive, quelque chose d'enrichi également, mais qui fonctionnera plus avec un système d'abonnement tout petit pour entretenir la plateforme. Et nous, derrière, on ne touchera rien. C'est juste un moyen de rendre le texte facilement accessible, ouvert aux auteurs. Un autre aspect qui est important sur ce rapport éthique au contrat, c'est celui de la rémunération. Je vais sans doute pas vous apprendre que la rémunération des auteurs, c'est quand même un sujet vraiment tendu dans le milieu du livre. Les auteurs sont souvent plutôt mal payés et c'est quelque chose qui est assez peu compris et dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, les chiffres montent dans pas mal de maisons d'édition indépendantes qui ont des volontés de faire les choses mieux. Et nous, on s'est arrêté sur le chiffre de 10% pour un auteur individuel, 15% pour un collectif. Sachant que on est dans la moyenne haute, on va dire, de ce qui va pouvoir se faire. Et pour nous, c'était plus possible, même si c'est difficile au début quand on se lance de faire les choses autrement et de proposer un contrat à 7-8% pour un travail qui est clairement pas, qui mérite clairement une plus juste rémunération, quoi. Sachant que les 90% restants, pour vous donner une idée rapide de comment le prix du livre est réparti, c'est 15% pour l'éditeur, donc 10% si jamais c'est un collectif, 60% pour le diffuseur-distributeur comprenant la part du libraire et on va dire 10 à 15% pour l'imprimeur, donc pour la construction du livre en tant que tel. Donc voilà à peu près comment ce sera réparti. Après, il y a plein de nuances. Si on fait du livre numérique, il y a moins d'intermédiaires, donc on verse des plus gros droits d'auteur, etc. On a juste une petite question dans le chat qui est est-ce que vous vous positionnez sur une science en particulier, politique, point d'interrogation, en rapport avec la littérature de l'imaginaire ou c'est plutôt global? Et du coup, c'est hyper global. Pour nous, là, on a effectivement du politique dans notre ligne éditoriale, mais on va avoir aussi un voyage dans le temps, on a de la physique, de la littérature, du sport, de la sociologie aussi, j'avais oublié, de l'histoire, je crois également. Donc voilà, l'idée, c'est d'être à partir du moment où les gens ils veulent réfléchir à de la science-fiction, de la fantasy ou du fantastique, voire peut-être même à de la pop culture en général, je pense qu'on va finir par élargir vu les contacts qu'on a pu avoir. À partir du moment où les gens ils veulent théoriser là-dessus, la porte est ouverte. En fait Si tu veux, on peut... Ouais. Et donc voilà, pour le projet de maison d'édition, voilà où on en est, voilà ce que c'est l'Inframonde. Et donc, en financement, donc, on aura les bouquins. Il faut savoir que une maison d'édition, elle, en France en tout cas, on fonctionne essentiellement sur aussi des subventions. Donc, on compte aller toquer aux portes des différentes collectivités, mairies, départements, régions, ministères. Non, pas département, c'est vrai. J'oublie à chaque fois. On ne peut plus leur demander. Bon, voilà, on ira toquer un peu à toutes les portes. On compte l'argent des bouquins. Et aussi, on compte aussi s'asseoir sur une économie de prestations en parallèle. Le podcast, on aime beaucoup en faire. Donc, on réfléchit à comment proposer des ateliers, des trucs qui pourraient, auprès de bibliothèques ou de professionnels du livre, pour qu'ils apprennent à utiliser le podcast comme support aussi de communication. Parce qu'en fait, c'est un support qui est trop cool. Et que c'est un milieu où le podcast est regardé avec des gros yeux, genre « Oh là là, c'est impossible d'en faire, c'est compliqué » et tout ça. Donc on aimerait bien pouvoir transmettre la petite expérience qu'on peut avoir là-dedans. Il y a un côté expertise du livre aussi. Voilà, l'idée c'est... j'aime bien une expression, mais elle est hyper pédante. Hein. Je suis désolée, mais c'est remettre l'éditeur dans la cité. L'idée c'est de se remettre au milieu de tout le monde aussi, d'arrêter d'avoir l'éditeur dans sa jolie tour d'ivoire, très intellectuelle et tout ça. Non, l'idée c'est de se retrouver, faire des animations autour du livre, voilà, de retransmettre ce qu'on a. D'autant qu'on fait de la littérature scientifique, donc nous, il faut aussi qu'on rende ces choses-là plus accessibles. C'est le contexte idéal. Les gens, ils adorent la science-fiction, ils adorent la fantasy. Quelle meilleure façon il y a de les faire aller vers les sciences humaines et sociales que par cet intermédiaire-là. Si on fait bien notre travail, c'est pas mal.
Et c'est l'intérêt aussi de développer un podcast. Les Chroniques de l'Inframonde, c'est quelque chose qui, du coup, existe dans le cadre du lancement, mais il y aura sans doute d'autres podcasts lancés par l'Inframonde après. Et un positionnement en tant que média, nous, ça nous intéresserait bien. Je pense à tous les gens dans la salle qui ont des activités de podcast dans ce domaine. On aura sans doute des choses à discuter dans les mois et années à venir. Ouais. Et voilà, on a fait un peu le tour du truc. On voulait aussi évoquer le fait, parce qu'on a dit qu'on avait du retard sur le podcast parce que Corentin, tu as fait ta formation en entrepreneuriat. Moi, j'ai fait un bébé. Mais c'est pas seulement pour ça. En fait, c'est aussi parce qu'on est très, très investi dans un énorme projet. Donc, le Laboratoire des Imaginaires, l'association qui est à l'origine de tout ça, c'est aussi une association qui est à l'origine d'un projet de festival, l'Ouest Hurlant, qui est un festival des cultures de l'imaginaire. On reste, il y a une cohérence là-dedans, qui est un festival qui aura lieu dans 2 semaines à Rennes. C'est sa première édition et en fait c'est un peu monstrueux l'organisation, le temps que ça nous a pris. Je pense qu'on était un peu naïf sur le fait de pouvoir tout mener de front avec Corentin. Moi, je dis ambitieux. Ouais, naïf. Franchement, voilà. On était un peu débiles quand même de penser qu'on pouvait tout faire. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut et avec enthousiasme. Et du coup, voilà, l'Ouest Hurlant, c'est toute une autre affaire, mais vraiment, ça va être un festival qui va être très très cool. Et donc, ça va nous permettre, c'est une petite transition. On te regarde, Zelda, parce que du coup, là, on va interviewer Zelda pour notre partie discussion avec l'invité. Donc Zelda, tu es présidente du Laboratoire des Imaginaires. Là, en fait, c'est un peu la passation de pouvoir parce qu'on était coprésident et on t'a refilé le bébé en septembre. Tu es également tu es doctorante en littérature de science-fiction. Et tu tiens une chaîne Twitch qui est trop cool, qui s'appelle Doctrice. On te retrouve le mercredi et le vendredi soir avec plein d'invités trop géniaux et où tu parles de science-fiction et de révolution aussi parce qu'il y en a besoin en fait, tout simplement. Parce que c'est bien la révolution en fait. Et donc, du coup, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux nous décrire ton champ de recherche pour un peu expliquer ça et décrire rapidement l'édition scientifique dans ton domaine. C'est quoi ses caractéristiques ? Alors moi, je suis en littérature comparée, c'est-à-dire que je suis dans une des 2 disciplines dans littérature de langue française. Donc la littérature française et la littérature comparée. Donc je compare des corpus de textes. C'est très transparent comme titre. Et c'est quoi le bout de question ? L'édition. Ah oui, c'est ça. Et alors l'édition en littérature, c'est compliqué parce que déjà la littérature, on n'est pas financé. Enfin, on est vraiment les derniers de la charrette, parce que déjà les sciences humaines, on n'a pas beaucoup de sous. Mais alors en littérature, on a encore moins de sous. Et l'édition en littérature, c'est très très compliqué parce qu'en plus on n'est pas très bankable. Alors comme on vit dans un monde où et si c'est pas du business, c'est pas très intéressant, c'est un peu compliqué. Voilà. Par exemple, alors moi je suis inscrite à Rennes 2 et les presses universitaires qui sont rattachées à Rennes 2, c'est les presses universitaires de Rennes, qui est, et je peux le dire avec prestige et en même temps avec désespoir, c'est la dernière vraie maison de presse universitaire de France, dans le sens où c'est la dernière vraie presse universitaire qui est entièrement rattachée à une université et qui n'usurpe pas le terme d'universitaire derrière. Et on leur coûte des sous. Ils ont toute une collection qui s'appelle Interférence, où ils publient des textes en littérature et ça leur coûte des sous. Donc en fait, ils prennent sur les très bonnes ventes qu'ils font en histoire pour financer nos livres à nous. Mais ils sont quand même très sympas. C'est une maison d'édition qui est de très très grande qualité scientifique. Mon laboratoire essaye de participer au financement de la publication de nos thèses. Donc on a quand même beaucoup de chance à Rennes. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les universités, ce n'est pas le cas partout en France. Et c'est un grand désespoir. Voilà. En même temps, c'est vrai que ça pose des questions économiques. C'est marrant ce que tu décris, le fait d'aller chercher des financements dans des
des sous au niveau des meilleures ventes pour permettre l'existence de livres dont on veut qu'ils existent mais qui ne rapportent pas de thunes, en fait c'est un phénomène qui est fréquent même en dehors des presses universitaires. Pour citer un exemple que beaucoup de gens ont lu, donc ça va être assez évident, il y a 2-3 ans il y a eu un énorme succès dans le domaine de la science-fiction via Les Furtifs de Alain Damasio. Et Les Furtifs de Alain Damasio, c'est quelque chose qui, dans la continuité de l'ordre du contrevent avant, va porter l'économie de la Vold sans doute pendant quelques temps et leur permettre de faire plein de bouquins qui auront certainement moins de succès, qui leur rapporteront moins de thunes, mais qui n'auraient pas eu l'opportunité d'exister s'il n'y avait pas eu un énorme succès commercial derrière. Donc en fait, on est assez proche de cette économie-là. Toi, tu as déjà participé à des publications scientifiques ? Alors oui, dans le cadre du laboratoire des imaginaires. L'autoréférencement, merci. Oui, parce que tous les ans, on fait les actes des colloques qu'on organise annuellement. Donc on essaye de faire... Enfin, on n'en a publié qu'un pour l'instant parce que ça prend énormément de temps. Et comme vous l'avez rappelé, ça a été très chargé cette année. Mais on fait un colloque et une publication d'actes de colloque derrière. Et puis sinon, par ailleurs, oui, parce que je suis dans une asso de doctorants dans ma fac, où on publie, il y a une revue aussi au niveau de l'école doctorale. J'ai été publiée dans une revue qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Merde, j'ai un trou. Merde, Esprit Public. Esprit Public, qui est une revue nationale aussi. On est obligé, on a une pression à la publication quand on est en doctorat. Ce qui est très très compliqué, et ça c'est tous les enjeux du doctorat, mais c'est un autre sujet. Donc oui, je suis confrontée à ce truc-là, et d'ailleurs c'est très intéressant que vous parliez d'université ouverte, parce que clairement il y a un besoin de ça, parce qu'en fait on peut pas... Moi qui fais de la recherche tous les jours, j'ai besoin d'avoir accès aux articles, et j'ai pas envie que mon article il soit payant quand je le publie. J'ai pas envie que les gens soient obligés de passer par des portails obscurs pour avoir accès à ces trucs-là, parce qu'il y a des entreprises qui se font un bénéfice de dingue sur la recherche des autres, et les auteurs ne sont pas payés pour publier. Il y a aussi ce truc, et j'aurais peut-être dû commencer par là, on n'est pas payé pour publier. Voire ils payent pour publier, pour être publié. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en France, puisque dans d'autres pays c'est encore différent, mais il faut penser que le public, l'État va payer 3 fois une recherche. C'est ce qu'on a tendance à dire. C'est-à-dire que d'abord, il va payer ses profs, ou en tout cas ses chercheurs, ses chercheuses, pour qu'ils fassent leurs recherches. Ensuite, ils vont devoir payer des éditeurs, souvent américains, allemands aussi un petit peu, pour que ce résultat de recherche soit accessible au plus grand nombre et que ça fasse avancer la recherche en général. Et une fois que ça s'est fait, on peut se dire c'est bon, ça suffit. Non. Parce qu'une fois qu'on a payé pour être publié, en fait, on n'a plus la possession de son travail. Et donc, il faut payer des abonnements qui coûtent plusieurs millions d'euros pour avoir accès aux résultats du travail. C'est-à-dire qu'un prof, il ne peut même pas filer, théoriquement, puisqu'ils le font, mais il ne peut pas filer ses articles à ses étudiants. Non, il va dire à ses étudiants, vous allez payer 40 balles l'article pour y avoir accès. Donc, c'est vraiment un contexte qui est inadmissible, et c'est un truc qui s'est construit depuis les années 50-60 et qui s'est renforcé dans les années 90 et qui est vraiment odieux en fait. Oui. Non mais t'as raison. Et alors en sciences humaines on est plutôt protégé parce qu'encore une fois on n'est pas sexy. Dans la recherche, dans une société néolibérale on n'est pas bankable, donc on n'est pas sexy, donc on nous finance pas, donc en fait le bon côté c'est qu'on n'a pas ces problèmes là. Mais oui, tout ce qui est sciences physiques, sciences de la nature, ce qu'on grossièrement et vulgairement on appelle les sciences dures, eux, ils ont des problèmes de fou pour l'accès à la science. Nous, on est relativement protégés. Et puis en France, il y a ce truc d'open edition, cette entreprise plateforme slash un petit peu tout là, qui met à disposition la littérature scientifique. Alors c'est encore une fois des abonnements, effectivement, c'est du freemium, donc pour nous c'est gratuit, mais l'université paye un abonnement. C'est hyper chouette parce que c'est aussi prestigieux d'être là-bas, c'est un très bon référencement scientifique, il y a une très bonne qualité, si on est dessus c'est que c'est bon. Enfin, c'est que le texte est validé par la communauté scientifique. Nous, en tant qu'étudiants et étudiantes, on y a accès facilement, mais c'est payant effectivement. Mais par contre, les presses universitaires de Rennes favorisent la mise à disposition sur Open Edition de tous les textes publiés chez eux. Donc il y a aussi une volonté d'ouvrir la recherche, mais oserais-je dire que tant que l'université publique ne sera pas financée, ce sera très compliqué, peut-être.
Mais bon, bref, toujours est-il que l'édition scientifique, c'est un vrai enjeu qui est très discret parce que ça concerne finalement une minorité de personnes dans la population. Mais pour nous qui sommes dedans, c'est très important qu'il y ait des vrais changements qui soient mis en place. Et c'est pour ça que les Chroniques de l'Inframonde, et la Maison de l'Inframonde, c'est trop bien. C'est vrai que c'était un enjeu qu'on avait. Alors, il y a aussi une loi européenne qui est passée il y a quelques années sur les entrepôts de données, sur le fait de devoir mettre en fait ce qui était financé par des fonds européens de près ou de loin sur des entrepôts publics. Enfin, public entre guillemets, ça appartient à l'UE, quoi. Et voilà, ça valait le coup de préciser ça. Ouais, et tu dis que ça concerne un petit nombre de personnes. En fait, c'est un petit nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Mais en fait, alors, en sciences humaines et sociales, c'est peut-être un peu plus éloigné, mais c'est quand même de la recherche fondamentale qui peut aider au quotidien des gens. Mais en sciences dures, en fait, ça fait aussi, par exemple, le fait que la science va dériver de moyens publics, du coup, librement accessibles à tout le monde. Qui qu'on soit, on n'a pas besoin de justifier d'avoir des sous pour avoir accès à des éléments parce que, comment dire, si le résultat de la recherche il est aussi onéreux, elle finit par tomber aux mains de personnes qui peuvent seulement se l'offrir. Et donc ça limite son accès et ça peut impacter même au quotidien des gens qui n'ont rien à carrer en fait, de la recherche scientifique et tout ça. Sur l'accès à des biens fondamentaux parce que la création de ces biens fondamentaux seront liée à une recherche qui, elle, n'est pas accessible financièrement. Bon, je vais m'arrêter parce que je sens que je vais repartir sur ce domaine et c'est un truc qui me révolte vraiment, donc voilà, on va enchaîner. Ça me fait penser à une expérience que tu avais vécue, il me semble, Zelda, où il y a aussi, je pense, un vrai... comment dire ça les gens ne savent pas comment utiliser ces textes-là. Ils ne savent pas comment utiliser les articles de recherche. C'est normal, hein, c'est des textes compliqués généralement. Yes. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans une situation où toi, par exemple, tu avais été mobilisé par une start-up à la con pour faire des trucs sur les IA, je crois. Enfin... Ouais, alors il y a des entreprises qui font ça, qui vont chercher des doctorants parce que c'est facile, on est naïf, on sait pas. Enfin vraiment, on sait pas. Donc on va là-dedans et on nous dit oui, alors c'est trop bien, ce que tu fais ça a l'air super chouette. Nous on est en train de lancer un cercle de réflexion sur ces questions-là. On a des gens en droit, on a des gens sociaux, on a des gens en informatique, machin, on veut révolutionner le monde. Sauf que c'est de la recherche privée, donc ce truc-là, moi je suis pas payée pour le faire. Par contre, ils vont se faire du bénéfice sur mon dos. Et puis, ils sont complètement déconnectés du réel, ils sont déconnectés de la recherche. Ils étaient là tout à l'heure, tu parlais de réinventer la roue, mais on en était là, quoi. Sincèrement. Alors moi, j'adorais les réunions parce qu'il y avait des chouquettes. Mais c'était vraiment le seul intérêt du truc, quoi. Parce que c'était bidon. Et ils étaient là, mais avec cette espèce d'enthousiasme de start-upper qui est insupportable. Ah ouais, alors on va faire ça, ça va être vraiment trop chouette. Ah non, mais c'est vraiment génial. Non, mais les gars... Enfin, je suis navrée, mais vous êtes ridicules, quoi. Alors, vous avez le budget chouquette. Je vous remercie, mais c'est tout. C'était naze. Mais du coup, je suis partie. Et ils m'ont harcelée parce que j'étais partie. J'aurais dit, mais en fait, je vous explique, j'ai une thèse à faire. Ça, c'est du plus. En plus, vous allez m'exploiter, donc sorry, not sorry. Je me barre, quoi. Bah, si au moins ils t'avaient payé. Ah ouais, mais même pas. Non, parce qu'ils m'auraient juste... En fait, le truc, c'est que j'aurais écrit un article... Il se serait fait du bis dessus et moi j'aurais rien vu quoi. T'es même pas propriétaire de l'article à la fin, quoi. Bah non. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des caractéristiques toi, de l'édition scientifique que tu trouves particulièrement primordiaux, enfin qui tiennent particulièrement à cœur quand tu y es confronté? En fait, vous en avez parlé dans la présentation de votre projet, mais le fait qu'on reste propriétaire de notre recherche, c'est fondamental. C'est très très important parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis en train de faire une thèse, je suis à ma 4e année, avec un peu de chance, je touche du bois. Je vais la soutenir au cours de ma 5e année. Je vais passer 5 ans à bosser sur un truc dont j'ai consacré 50 de ma vie à l'université parce que pression de la recherche, pression de la publication. Donc par ailleurs, il faut que je participe à des événements scientifiques, il faut que j'écrive, il faut que je publie des articles, des trucs, des machins. Et tout ça, je prends sur mon temps. Alors c'est mon business. Enfin, c'est mon business. Je suis partie dans mes délires là. Enfin, c'est mon travail. Sauf que je suis pas payée pour le faire. Je perds de l'argent à travailler. Là, en ce moment, je suis vacataire à la fac. Je perds de l'argent à travailler. On en est là. C'est tout un autre sujet, mais l'université est en train de partir en sucette. La Startup Nation en est la raison.
Ceci étant dit, on a une pression pour chercher, pour avoir des résultats. Et tout ça, on en est dépossédé. Donc on nous vole du temps, on nous vole de notre connaissance, on nous vole ce qu'on est en train de faire. Et on n'est pas reconnu. Et juste pour conclure, tout à l'heure, Fanny, tu parlais de recherche fondamentale. Et toutes les disciplines de recherche fondamentale, quelles qu'elles soient, hein, même la physique fondamentale, toutes les recherches fondamentales, on s'assoit sur nous parce qu'on n'est pas brevetable, parce qu'on n'est pas de la science applicable. On n'est pas de la science appliquée, donc on n'est pas brevetable, donc on ramène pas d'argent, donc on n'est pas intéressant. Sauf qu'il n'y a pas de recherche appliquée s'il n'y a pas de recherche fondamentale. Et ça, là-haut, ils ont un peu... C'est surtout que c'est pas de la recherche applicable dans le 6 mois à venir. On est passé à... on prend 5 ans pour un truc, à... Des créneaux de 3 ans, notamment pour les subventions. On l'a vu, hein, c'est que les labos, ils avaient des subventions qui, OK, on finance 5 ans de ce que vous voulez faire. Maintenant, c'est 3 ans. Et maintenant, c'est à peu près à l'année. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont absurdes. Sauf que quand tu fais de la recherche fondamentale, on peut pas... dans 5 ans, ils savent pas sur quoi ils vont chercher, généralement. En fait, il y a des choses... C'est la sérendipité, en fait, aussi du résultat de la recherche, parce qu'il faut... Si on te force à à chercher du résultat constamment, bah, tu finis par biaiser tes résultats, par tricher et tout ça, juste pour pouvoir avoir des sous pour faire ta vraie recherche, quoi. Que tu n'as pas le temps de faire. Que tu n'as pas le temps de faire, finalement. Parce qu'en plus, alors l'autre débat, ça sera les chercheurs qui se retrouvent à perdre leur temps à faire des dossiers de subvention et à faire du boulot administratif parce qu'ils ne veulent plus embaucher des gens administratifs pour le faire. Bon, mais c'est un autre sujet. Comme le disait si bien Zelda, c'était pour conclure, donc on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Et avant de s'arrêter, il nous reste 5 minutes qu'on peut éventuellement dédier à des questions du public, si jamais vous en avez. Je vois quelqu'un qui lève la main devant. Je ne sais pas comment... Pour les questions, on les fait venir ? Pour les questions, on leur demande de venir ? Rejoins-nous. Winnie. Bien, Winnie. Oui, je pense. Alors, j'ai 2 secondes. Il est sur le bouton magique. Ah, un bouton ? Non, c'est lui qui appuie sur le bouton magique. Ah, ok. Ok, alors, là, vous avez parlé de choses hyper intéressantes. Et j'aurais juste une petite question par rapport à... Qu'est-ce qui se fait internationalement ? Parce que la science, c'est universel. Est-ce que vous avez déjà un contact, un réseau avec des associations et des projets comme le vôtre à l'étranger ? Alors, non, mais on aimerait bien. Ouais. On a, avec le laboratoire des imaginaires plus spécifiquement, donc un truc de jeunes chercheurs, commencé à développer pas mal de contacts au Québec. Et l'idée a tourné pendant quelques temps et n'a pas pu porter ses fruits jusqu'à présent d'ouvrir une antenne au Québec du laboratoire. On a aussi un chercheur de l'Université de Genève qui est membre du labo qui aimerait bien nous faire venir dans ce coin-là pour des colloques, etc. Ouais, ce serait chouette. En plus, à Genève, ils font de la super bouffe, il fait beau. Bref. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, hein, nous, de créer un réseau. En plus, on se rend bien compte que c'est ensemble qu'on est fort et qu'on change les choses et qu'on fait des choses intéressantes, qu'on les construit. Et il y a des mouvements en fait de sciences ouvertes. Alors en France, c'est très important, mais il y a des mouvements européens, il y a des mouvements aussi aux États-Unis, en Angleterre, de trouver des solutions justement pour s'armer contre ces énormes éditeurs scientifiques qui trustent tout le milieu. Et ça fait partie de nos objectifs à terme. Donc dans 20 ans, quand on sera une énorme maison d'édition française et qu'on pourra révolutionner le milieu de la recherche en la remettant libre, parce que pourquoi ne pas être un peu ambitieux des fois ? Après, il y a des choses, par exemple, à Barcelone, tous les ans, je crois, il y a un salon qui s'appelle Liber, je sais plus quoi, qui est un salon une sorte de foire internationale du livre, comme on peut retrouver à Francfort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où plein d'éditeurs se retrouvent et viennent présenter leurs livres à de potentiels acheteurs pour une traduction et pour des transmissions de droits. Donc dans le cas de Barcelone, c'est plutôt de la littérature politique et sociale. Nous, on aimerait bien, mais bon, c'est à l'état de projet embryonnaire pour le moment, faire la même chose pour l'imaginaire en Europe, via l'Ouest Hurlant, et donc proposer, pareil, une rencontre entre les éditeurs indépendants européens. D'autant qu'en France, on est quand même ultra privilégié, hein, faut le dire, on a beaucoup présenté ce qui n'allait pas,
parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais grâce à la loi du prix unique, grâce à plein de dispositifs, notamment de subventions, on s'en sort bien mieux que dans beaucoup de pays qui pourtant proposent une édition indépendante riche, mais dont on entend moins parler et qui ont moins de chances de se développer. Et il y a une question sur Twitch. Oh là là. Ce serait quoi le sujet d'un livre de rêve que vous aimeriez publier ? Perso, si vous sortez un livre sur l'influence de la fantasy, sur la façon dont les gens voient la vraie époque médiévale, j'achète immédiatement. Grave. Alors, pour le coup, je vais faire une incise. Sur le sujet précisément, dans le cadre de Ludologie, on avait fait un épisode sur comment jouer au Moyen-Âge, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire comment on jouait à l'époque du Moyen-Âge et comment on jouait aujourd'hui à faire comme si on était au Moyen-Âge, avec un maître d'armes d'escrime spécialisé sur le sujet qui était passionnant. Donc ça répond un peu, mais c'est pas un bouquin, c'est du podcast. Vas-y. Alors, de mon côté, déjà, je crois qu'on a quelques pistes pour des bouquins qui abordent plus ou moins directement ce sujet-là, même si pas exactement. On a des choses sur les codes de la fantaisie par quelqu'un qui aime beaucoup les notions de médiévalisme. Donc, à mon avis, ce serait pas éloigné de ce qui est possible de faire. Et un livre de rêve qu'on aimerait publier, la thèse de Zelda. Déjà la thèse de Zelda, mais c'est pas un rêve, ça on va y arriver. Ouais, c'est ça. Faut que je l'écrive avant. Ouais, mais ça c'est bon. Moi j'ai vu passer le fait que c'était George Martin qui avait, dont je suis un fan très modéré, hein, mais bon c'est sympa ce qu'il écrit quand même, qui avait écrit l'univers qui est derrière le jeu vidéo Elden Ring. Et apparemment c'est des informations qui pour le moment sont très, je finis de répondre et qui sont pas faciles d'accès, donc je me dis qu'un bouquin sur ce rapport de la théorie du passage de l'écriture au jeu vidéo, qui pourrait du coup revenir en profondeur sur le travail de création de jeux, le travail de création, la relation entre deux gros esprits créatifs comme Martin et Miyazaki, je crois, il s'appelle aussi. Ça serait assez intéressant. Et je crois qu'il faut qu'on arrête là, tristement. Pas triste. Moi, ce serait de la sociologie de la lecture, mais voilà. Je ne développerai pas, tant pis. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci de l'accueil, vraiment. Et merci Zelda d'avoir accepté de nous interviewer. Merci Podren de nous avoir invités et accueillis. À bientôt. Merci. À bientôt.